qui est dans la rue, qui dit ne loupez pas ça, attention, etc. Comme un lanceur d'alerte aussi, un avertisseur d'incendie peut-être parfois, ou un allumeur de réverbère. On peut prendre toutes les images poétiques que l'on veut. Après, vous m'avez dit est-ce que vous n'en avez pas assez? Je voudrais, ce qui m'affole un peu parfois, c'est un peu la méprise que peuvent créer les notoriétés. J'assume tout à fait, et je pense que le virtuel c'est du réel. On va dans des émissions de télévision, on fait un journal en ligne, c'est de la relation véritable avec les gens, y compris dans la rue. Simplement les notoriétés, moi si je suis là devant vous, c'est parce que il y a une histoire collective derrière, parce qu'il y a un journal derrière, parce que il y a un chemin fait à plusieurs. Donc voilà, quand des gens veulent me prendre en photo, je dis oui volontiers, mais je dis méfiez-vous du culte de la personnalité. Les premiers mots de votre dernier ouvrage que vous avez tous vu ici, dire non, un appel au sursaut, on en reparlera. Les premiers mots de votre ouvrage: la France ressemble ces temps-ci à un Titanic dont l'équipage irait droit vers l'iceberg, le sachant et le voyant, mais ne trouvant rien pour l'empêcher. Est-ce que Manuel Valls est le bon capitaine? Je l'ai dit dans quelques interventions, ce livre a été terminé le 31 janvier. Il y a des fois où on préférerait avoir tort. Je pense sincèrement, pour ceux qui l'ont lu avant les municipales ou ceux qui le liront après les élections municipales, que ce que décrit ce livre est ce que les élections nous ont montré, ce que les urnes nous ont montré. Il y a un chapitre qui s'appelle « La démobilisation » qui dit que le reproche que je fais à la nouvelle majorité, au nouveau pouvoir depuis 2012, c'est d'avoir démobilisé ceux auxquels il a eu recours pour venir au pouvoir. Il s'est acharné à les démobiliser. Il a dit « Vous nous avez élus, laissez-nous faire ». Et du coup, il en paye le prix dans les urnes. Il y a un autre fil dans ce livre qui est autour de cette idée de la tragédie, qui est que la présidence précédente, au niveau de sa famille politique, a libéré ce que j'appelle un peu des idées monstrueuses en faisant tomber la barrière qui séparait la droite républicaine de l'extrême droite. Sur, au fond, la xénophobie, la hiérarchie selon l'origine, selon la culture, selon la religion. Et ça, c'est Manuel Valls. Non, je viens à Manuel Valls. Mais je dis juste pour dire avant, parce que Manuel Valls, c'est le produit de ce résultat, puisque vous me posez la question. Et je dis juste ce qu'ont montré les municipales. Pour la gauche, elles ont montré donc un électorat qui s'est abstenu, qui a refusé de se mobiliser, sauf quand il y avait une alternative. Et pour la droite, elles ont montré une très grande porosité de l'électorat de droite avec l'électorat d'extrême droite. Donc ce sont les deux événements de ce sur quoi donne l'alerte. Alors, bien sûr, dans ce livre, je dis à un moment, vous pouvez lire la phrase, le jour où les socialistes trouveront que le peuple n'est pas venu dans les urnes à leur secours, ils pourront demander des comptes à Manuel Valls. Pourquoi ? Parce que depuis 2 ans, Manuel Valls, et le paradoxe, c'est celui qui a brouillé l'agenda de cette victoire. C'est celui qui a parlé des Roms quand Jean-Marc Ayrault voulait s'occuper de la prospective. C'est celui qui, tous les 6 mois, a dit « il faut que je sois Premier ministre à la place du Premier ministre ». C'est celui qui a symbolisé le reniement rapide sur les promesses importantes pour la jeunesse des quartiers populaires, sur le contrôle au faciès, sur le droit de vote pour les personnes étrangères non communautaires, toutes ces dynamiques qui s'adressaient à la diversité de notre peuple. Et donc, oui, le choix de Manuel Valls par rapport au message électoral vu du point de vue de la gauche, est un choix tout à fait paradoxal, tout à fait étonnant. C'est-à-dire qu'au fond, on fait le choix inverse, mais dans une logique, et là il faudrait passer à un autre sujet, qui est le fait que c'est un choix d'abord solitaire. Tout le thème de mon livre, c'est de nous réapproprier la démocratie. Et que nous sommes complices
d'une démocratie de basse intensité. Et ça valait sous d'autres familles politiques. Il y a donc une sanction dans les urnes. Elle n'est pas locale, elle est nationale. Qui sanctionne-t-elle? François Hollande. Parce que c'est lui qui a fait les orientations, les choix, qui a bridé son Premier ministre, qui n'a pas été dans la mobilisation de son électorat, qui a annoncé des choses qui s'imposaient à ses parlementaires, etc. Eh bien, celui qui est sanctionné est celui qui, tout seul, peut choisir la solution. Et c'est lui qui a choisi, mais en même temps, on peut comprendre. Si on regarde les sondages, c'est finalement une des personnalités du gouvernement les préférées des Français. Donc finalement, on va là où le courant nous porte. Là. Mais moi, je pense que la politique, c'est pas ça. C'est pas de choisir le candidat des unes des magazines. Ce n'est pas de choisir en fonction des sondages. C'est d'assumer ses convictions et ses orientations. Ça fait un moment qu'elles sont désavouées par les faits. Comment ça, désavouées par les faits? Le fait que montre d'élection en élection de notre démocratie, c'est justement au contraire notre déception, notre lassitude démocratique. Ce que me disait François Hollande, je l'ai rappelé sur la radio ce matin, en 2006, dans le livre qu'on a fait ensemble. Donc, soit on est spectateur de ça et on s'accommode de ça, soit au contraire on dit qu'il faut se réveiller. Comment ce serait passé dans une démocratie normale, les autres démocraties européennes? Et nous sommes ici à Strasbourg, cœur de l'Europe, et nous allons voir le 3e tour qui est l'élection européenne. Pourquoi les autres pays, malgré des difficultés économiques, etc., ne vivent pas le même type de crispation démocratique que les nôtres? Le même type de tension, de virulence dans le débat public? Comment ça serait passé? Eh bien, comme on serait dans un régime parlementaire, le parti majoritaire se serait réuni. Il aurait discuté dans la diversité de ses courants. Et en fonction de la discussion, il aurait dit on change de ligne, on ne change pas de ligne, on change de chef, donc de Premier ministre. C'est une décision de la majorité du parti. Il aurait des alliés, il aurait pris le temps, il aurait dit on va se rencontrer, on ne va pas faire ça sur un bout de table comme une négociation de marchand de tapis, on ne va pas faire ça en 24 heures, on va se réunir, on va peut-être faire un contrat de gouvernement dans ce cas-là. Comment, ça a mis combien de temps le contrat de gouvernement qui gouverne l'Allemagne actuellement? 2 mois pour le... Oui, enfin, mais entre l'élection même et l'ultime négociation. Donc, on aurait fait comme ça. Là, qu'est-ce qu'on sait? On dit, premièrement, celui qui est sanctionné est celui qui n'a pas à en tirer les conséquences, d'aucune manière. Mais ça valait, c'est comme ça qu'on a eu la cohabitation quand il y a eu les quinquennats. C'est-à-dire, à chaque fois, il peut survivre. Ce sont des institutions faites pour la survie d'un seul, quitte à perdre sa famille politique en chemin. Et donc, il n'a pas à en tirer les conséquences. Il est sommé de prendre une décision dans les 24 heures. Il prend une décision de communication. C'est le sens de son discours de lundi. Il dit au fond, je vous ai entendu. C'est pas vrai. Il a entendu que nous n'avons pas bien compris. Donc, il dit, vous n'avez pas bien compris, parce que bien sûr, je me souviens de ce que j'ai dit au Bourget, etc. Mais avant, il faut faire ce que je n'ai pas dit et que je pense que c'est juste, et vous n'avez pas compris qu'il fallait le faire. Donc, je vais vous mettre quelqu'un qui va mieux vous l'expliquer, et qui va par ailleurs faire de la communication. Vous allez avoir toute une séquence de communication, où en plus une communication où nous ne sommes pas stupides.